Chapitre 12. Le soir tombait quand ils prirent possession de leur chambre dans l'hôtel Osmanthus de la ville de Guilin. L'établissement dominait la cité et de sa fenêtre, Arthur bénéficiait d'une vue panoramique sur le paysage. Il n'était pas étonné de la beauté des lieux qui s'étalaient devant ses yeux, car des explications fournies par Sia, il avait retenu que l'agglomération et ses environs étaient un haut lieu du tourisme en Chine, dont les paysages karstiques avaient toujours fasciné les nombreux visiteurs. Quand il rejoignit la table où leur était servi le repas, il sentit immédiatement que l'atmosphère au sein du groupe s'était alourdie. Contrairement à l'habitude, les femmes restaient silencieuses et Arthur sentait leur regard peser sur lui. Seuls les trois hommes discutaient à bâtons rompus, comme s'ils ne percevaient pas le malaise qui régnait autour de la table. Ils évoquaient les visites de la journée, le programme du lendemain, sollicitant son avis sur l'un ou l'autre des monuments qu'ils avaient explorés. Arthur répondait le plus aimablement possible, en rajoutant sur leur admiration des sites et des paysages rencontrés, toujours étonné de leur apparente indifférence au spectacle qui se déroulait autour d'eux. En fin de repas, Jeannot, le mari de Madeleine, le plus déluré des trois, proposa de faire un tour en ville et aller boire un verre quelque part. Arthur se joignit avec satisfaction à l'acceptation des autres, heureux d'échapper un instant à l'intérêt de la gente féminine. Ils empruntèrent une promenade éclairée de 1000 spots qui magnifiaient la végétation tropicale dont elle était plantée. Elle longeait la petite rivière qui traversait une partie de la cité. Ils la suivirent jusqu'au bout et trouvèrent un bistrot pittoresque où s'attabler. Ils étaient joyeux, heureux de se trouver entre hommes, de pouvoir plaisanter sans avoir à subir les reproches de leur dulcinée. Ils burent sans doute plus que de raison et rentrèrent à l'hôtel, un peu pompettes, mais heureux de leur soirée. Il y avait longtemps qu'Arthur ne s'était senti aussi bien. Oublié ses chagrins, la pression des femmes, il avait sommeil. Il alluma à tâtons le couloir qui desservait l'étage et soudain son euphorie le quitta assise sur le sol au seuil de sa porte. Jeanne attendait. Elle se leva lentement et debout si près de lui qu'il était envahi par l'odeur musquée de son parfum, elle murmura: « Il faut que je te parle. Je ne peux pas rester sur la gêne qu'a provoquée notre dispute d'aujourd'hui. Laisse-moi entrer. Je ne resterai pas longtemps. » À quoi bon faire un scandale dans le couloir de l'hôtel, pensa-t-il en s'effaçant pour la laisser pénétrer à l'intérieur. Il eut une pensée hypocrite, qu'elle dise ce qu'elle a à dire et qu'elle s'en aille, c'est tout ce que je demande. Alors qu'il était certain que la perfide avait menti, ou était-ce lui qui s'était menti à lui-même? Ce fut la seule réflexion qui l'effleura quand elle se trouva nue dans ses bras. Elle s'incrusta jusqu'à ce que le jour se lève, demandant et redemandant encore de l'amour, le laissant enfin épuisé. Mais s'il se questionnait sur sa faiblesse, il ne regrettait rien. Après tout, n'avait-il pas pensé que la seule manière d'éloigner Siyahe de son cœur était de se consacrer à plein temps aux autres femmes? Et celle-là au moins était libre de toute attache et ne présentait d'autre danger que de tenter de s'incruster dans son cœur, et ça, il saurait bien s'en défaire si nécessaire. La veille, peu après leur départ, Sia, prétextant la fatigue, n'avait pas attendu longtemps pour regagner sa chambre. Elle ressentait un immense besoin de solitude. Sans cesse, elle ressassait en boucle dans sa tête l'éprouvante question qui la taraudait. Comment cet amour insensé avait pu prendre possession de son cœur et de son âme? Et soudain,
La pression fut trop forte, les larmes commencèrent à jaillir de ses yeux. Couchée en travers de son lit, elle endurait la plus terrible des épreuves de sa vie. La nuit avançait, et elle n'avait cessé de pleurer qu'à de rares moments, quand le sommeil finissait par venir à bout de son chagrin. Mais dès que le poids de la tristesse l'avait propulsée dans les bras de Morphée, un autre rêve venait occuper l'espace laissé libre. S'il suivait à chaque fois des développements différents, le voyage onirique finissait toujours par la même vision d'apocalypse dans laquelle, humiliée, terrorisée, elle devait rendre des comptes devant la colère de son mari, et qu'elle réalisait cela n'avait plus de sens puisqu'elle avait également perdu Arthur. Et elle s'éveillait à nouveau couverte de larmes. Il restait une semaine avant que ne se termine sa mission et qu'Arthur ne la quitte pour rejoindre son pays. Les jours s'ajoutaient aux jours, les minutes aux heures, et le temps s'effilochait inexorablement. Si les premiers jours après sa rencontre avec Arthur, elle avait réussi à contenir le trop-plein de sentiments qui l'habitaient, chaque matin la trouvait encore plus désemparée que la veille. L'amour qui grandissait dans son cœur ne lui laissait pas de répit. Les millénaires de traditions qui, de génération en génération, perpétuées par ses parents, avaient forgé sa personnalité, et qu'elle n'avait jamais remis en doute, s'étaient soudain volatilisés. Un simple regard, une poignée de main, et son univers s'était écroulé, l'entraînant dans la douleur de sa découverte. Cependant, à force de courage et de volonté, son professionnalisme n'avait jamais été mis en défaut. Elle était même persuadée qu'excepté Madeleine peut-être, dont le regard magnétique, chargé d'inquiétude, la suivait souvent et qui, elle le sentait confusément, semblait littéralement imprégné des troubles qui la hantaient, les membres du groupe ne s'étaient pas rendus compte de son désarroi. Certes, l'aura qui entourait la personnalité d'Arthur suscitait bien des émotions dans le groupe de femmes et presque toutes, à un moment ou un autre, quand elle s'approchait d'un peu trop près du garçon, la gratifiait d'un regard scrutateur qui tentait d'évaluer ses véritables intentions. Au début, elles s'en étaient amusées, mettant leur attitude sur le compte d'une jalousie bien féminine qui ne manquait pas de tourmenter certaines de ses co-religionnaires chinoises. Puis peu à peu, elle s'en était agacée, la présence d'Arthur s'emparait de ses pensées, et elle n'ignorait plus qu'elle était devenue une sorte de concurrente dans la conquête du garçon. De quel droit leur reprocher ce qu'elle-même éprouvait? Elle aussi était sujette aux affres de la jalousie, attisée par la rumeur permanente des succès d'Arthur. Elle se souvenait de la révélation de l'implacable prévision que lui avait faite Madeleine et sa mise en garde, et aujourd'hui elle avait très peur.